Radio. En direct à LCN. Notre rendez-vous quotidien, comprendre les négos avec nos analystes chevronnés, Emmanuel, Mario et Paul. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Sophie. Et ça va vite aujourd'hui. On essaie de suivre. Alors, nouvelle offre salariale pour le Fonds commun, là, déposée il n'y a pas très longtemps pour bonifier le 14,3 offert le 29 octobre par le gouvernement. Alors, l'offre globale est haussée, vous le voyez en bas à droite, à 16,7 Les syndicats ont répondu assez vite. Hein. On estime que ce n'est pas assez pour faire face à l'inflation. La grève dès vendredi là, pour 7 jours est maintenue. Ça bouge, mais c'est toujours pas assez, Paul. Oui, parce que tout de suite, dans les minutes qui ont suivi le dépôt de ces offres, le Front commun aussi, la FAE et la FIC ont rejeté cette offre du gouvernement. Comprendre les négociations, Sophie, ça relève de la mission pratiquement impossible, tellement c'est complexe. On ne s'entend même pas sur les paramètres, sur les chiffres eux-mêmes et le taux d'inflation projeté, si on tient compte de l'année dernière, où le taux d'inflation était faramineux. Le Front commun veut quoi, déjà? 23 à peu près sur 3 ans? Et plus, parce qu'il y a l'indexation et plus une bonification. Mais ce qu'il faut comprendre, effectivement, il y a du mouvement. C'est quand même une offre importante du gouvernement. Là. On vient de le dire, là, c'est 1 milliard, un peu plus de 1 milliard de plus en argent que le gouvernement vient de mettre. Donc, il y a 9 milliards sur la table. Ouais. Exactement. Et donc, il faut comprendre aussi, on n'a pas vu dans l'offre du gouvernement, on n'a pas lu ou entendu les mots « offre finale ». Exactement. Mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Oui. Emmanuel? Oui, le mot offre finale n'est pas là. Je pense que Paul a mis le doigt dessus. Donc, il y a encore de la marge pour que ça bouge. Surtout, on se rend compte que le fait que le gouvernement tienne à l'idée d'offres différenciées, hein, donc il y a des corps d'emploi qui aient des beaucoup plus grosses augmentations de salaire par rapport à des augmentations plus timides pour le reste et la majorité, mais ça a un coût, ça. Et le coût de ça, c'est que pour les syndicats, peu importe ce qu'on négocie, c'est plus difficile à vendre à leurs membres parce qu'ils sont obligés de dire à leurs membres, sais-tu, toi, excuse-moi, mais tu vas juste avoir, par exemple, 12,7 puis l'infirmière à côté, elle va en avoir 16,5, 17. Et c'est ça qui complexifie énormément les négociations. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement tient à ce principe-là. Et sérieusement, au point où on en est rendu, c'est un peu comme si le gouvernement n'avait plus rien à perdre. Là. En tout cas, pour l'instant, là, on n'est pas rendu à l'échéance de Noël encore et donc croit qu'il y a encore de la marge de manœuvre pour obtenir les concessions qu'il réclame de la part des syndicats. Justement, Mario, on sait que la FAE étudie toujours l'offre pour le sectoriel. Hein? C'est ce que je comprends, là, qui a été présenté par le gouvernement. La FSE qui a été rencontrée hier soir, qui, elle, on entendait Mme Salbrini qui disait on est loin des attentes. Un règlement avant Noël, là, dans le contexte avec ce qu'on sait maintenant, là, à cette heure-ci, est-ce que c'est toujours une échéance réaliste, selon toi? Bien, ça peut aller vite là, si les gens se décident. Donc, je pense pas que ce soit impossible. Mais dans l'immédiat, tu sais, on voit ce que le gouvernement vient de déposer, quand même, ajouter beaucoup d'argent. Je mets un petit peu d'espoir. On a déjà vu à la dernière étape des négociations se régler autour, tu sais, dans le texte là, du Front commun, l'IPC+. Là. Donc, une espèce de clause qu'on pourrait ajouter pour les années futures, compte tenu qu'on a été traumatisé par l'inflation, une clause de dire que si l'inflation nous joue des tours en 2025 ou en 2026, c'est qu'on se met une clause pour protéger le pouvoir d'achat des travailleurs. Peut-être que ça pourrait être une clé pour s'en sortir. Mais sinon, moi, je veux pas voir le gouvernement en ajouter plus. Il vient un point, autant je déteste les grèves, autant je dirais, laissez aller. Il y a un point où la grève est la seule solution. Là. Laissez aller les grèves, laissez la pression baisser dans le presto. C'est bien triste, mais c'est ça. Ouais. Le gouvernement peut plus en rajouter plus. On en parlait plus tôt avec Sébastien, je sais pas si tu as entendu, Mario, mais il commence à y avoir beaucoup de mais dans le discours des parents, là, qui commencent à... Alors, donc, le Front commun, on rappelle... Oui, mais attention. Ça ne fait que commencer. L'appui des parents, l'appui de la population, c'est beau, là, puis c'est une belle solidarité, on aime nos profs, mais c'est quand même ça qui empêche la négociation de se dérouler. Les syndiqués se disent, pourquoi on céderait sur quoi que ce soit? La population, les parents veulent que le gouvernement signe nos demandes, nous donne tout ce qu'on veut. Ils sont convaincus de ça, les syndiqués. Donc, ça fait que les chefs syndicaux, eux, disent, si on présente quelque chose qui est le fruit d'un compromis, on va se faire battre au vote. Ça va être rejeté au vote. C'est pas simple. Michel Arsenault de la FTQ disait, pour un chef syndical, je le rappelle, c'est facile de faire monter le chat en haut du poteau. C'est plus difficile de le faire redescendre. Et tous les leaders syndicaux le disent. Le degré de mobilisation est tel en ce moment. Puis évidemment, ça repose la question du rapport de force en ce moment qui est peut-être pas à l'avantage du gouvernement. Oui. Bon, alors, point de presse demain, 11h. N'oublions pas, vous voyez le calendrier des grèves.
grève. Alors, le gouvernement qui continue de prendre des coups, ce dernier sondage léger qui confirme la chute libre de la CAQ, et il détaille les raisons de la colère des Québécois. Et le dossier services en santé et éducation est vraiment en haut de la liste, là, Emmanuel. Oui, puis ça, c'est l'échec d'un gouvernement qui est pris puis qui est coincé, en vérité, dans ses réformes de structure. Puis, et donc, les Québécois disent que c'est un gouvernement qui ne réussit pas à livrer la marchandise puis qui est complètement erratique et distrait sur toutes les autres bébelles, comme les augmentations de salaire, les Kings, le troisième lien, etc. Et c'est là, je pense et c'est la raison pour laquelle les électeurs deviennent très, très, très sévères, parce qu'ils ne voient pas un gouvernement discipliné, à son affaire pour livrer la marchandise. Puis, objectivement, c'est le b.a.-ba d'un bon gouvernement et on ne l'a pas vu, malheureusement, dans les derniers mois. C'est un autre coup de sonde qui sourit au PQ. Là, pour la première fois en 10 ans, il est au sommet, à 31 des intentions de vote. On perçoit son chef comme celui qui serait le meilleur premier ministre, mais l'option ne suit pas la même tendance. 34 l'appui à la souveraineté, là, Paul. C'est le problème de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais pas tout de suite. Là. Je suis convaincu qu'il profite de sa situation actuelle. Il faut se rappeler, là, il y a 12 mois, 14 mois, on disait que ce parti était mort et enterré ou à peu près. Et là, vous voyez, s'il y avait élection demain matin, il pourrait former un gouvernement majoritaire. Mais effectivement, attention, on est loin de ça. À cause des données que l'on voit là, Paul Saint-Pierre Plamondon fait de la souveraineté son fer de lance en politique. Les Québécois, pour le moment, ne voteraient oui qu'à 34 Donc, plus on va se rapprocher de l'élection, plus la question d'un référendum qui suivrait la prise de pouvoir par Paul Saint-Pierre Plamondon va se poser dans l'esprit des gens. Et c'est là le très, très grand défi qu'attend PSPP, comme on l'appelle. Ouais. Mario, t'en sais quelque chose, c'est exigeant comme tout le travail de député, de ministre, travail parlementaire, qui a aussi des défis énormes. Est-ce que la fatigue commence à se faire sentir quelques jours de la fin de session? Là, le solidaire Alexandre Leduc a injurié le ministre Jolin Barrette qui l'a pas laissé passer. Ça fait quelques années, Mme la Présidente, que je suis ici. C'est la première fois que je me fais envoyer promener d'une façon vulgaire par un collègue de l'opposition, de me faire dire « Fuck you, Simon ». Tout le monde a compris ici ce que le député d'Hochelaga-Maisonneuve a dit. C'est complètement inacceptable. Vous pouvez rouvrir vos oreilles maintenant. Il a reçu des excuses. C'est pas très beau. Mais il est temps que ça finisse, Mario. Ben, oui, non, mais tu sais, on a déjà vu ça dans les fins de session. Je dois dire, moi, ça me jette pas par terre. C'est inacceptable. Là. Il a bien fait de pas laisser passer Simon Jolin Barrette. Maintenant, M. Leduc s'est excusé. Puis, pour moi, quelque chose de grave dans un Parlement, là, c'est quand il arrive des conséquences pour la population, quand le monde n'est pas soigné, quand on augmente les taxes sur des gens de la classe moyenne. Ça, qu'est-ce que tu veux? Là? C'est des erreurs de langage, des erreurs d'impatience corrigées par des excuses. Ouais. Moi, ça me... C'est sûr que c'est toujours mal à l'aise, parce que c'est un Parlement, on s'attendrait à un décorum au nom de la population qui les a élus, mais c'est aussi un rappel que c'est des êtres humains, puis des fois, ils viennent en... Il y avait quoi derrière cette attaque, Paul? Il y a... La situation, Emmanuel, je suis convaincu, on pense la même chose. La situation d'Alexandre Leduc, elle est délicate et particulière. Sa conjointe, c'est Christine Labrie, qui a perdu, qui a fini 3e à la course dans son parti. Et puis, M. Leduc l'a appuyé formellement et publiquement. Et là, Mme Labrie est particulièrement vitriolique en chambre, s'est fait rabrouer par la présidente. M. Leduc en a rajouté un peu. Donc, il y a un peu de conflit d'intérêt, disons, dans son comportement à la règle. Bon. Alors, il y a une donnée à souligner aussi dans le sondage dont on parlait. Elle concerne Pierre Poilievre. Emmanuel, tu nous diras après la pause comment tu l'interprètes, celle-là. Restez avec nous. Autrement dit, Cube Radio. Tu me parles d'une femme qui a perdu patience dans un fast-food, dans un restaurant. Parce qu'on est à un moment de l'année, Mario, c'est particulier, même qu'on a reçu plus tôt à l'émission Détail Québec qui parle de l'agressivité envers les travailleurs. Là. Puis oui, c'est dans le milieu du détail, mais c'est aussi dans le milieu particulièrement du fast-food, où il y a des gens qui s'impatientent. Et c'est le cas, entre autres, en septembre dernier, alors qu'une vidéo est devenue complètement virale d'un incident qui s'est déroulé dans un Chipotle, cette franchise de restauration rapide des États-Unis. Et le 5 septembre... C'est en pleine explosion, là, qui est le nombre de Chipotle qui ont ouvert depuis 10 ans chaque année, c'est fou, là. Oui, franchise qui se répand, là, vraiment partout. Et là, dans cette histoire-là, la travailleuse, Mme Emily Russell, 26 ans, est venue à la rescousse d'une employée de 17 ans qui se faisait engueuler par une dame de 39 ans appelée Rosemary Hain, qui engueulait en disant « Ma bouffe est dégueulasse, c'est dégoûtant ce que vous avez fait, le bol que vous m'avez fait, bol burrito, est absolument infect, blablabla, criait
criait après et elle aurait pris son bol et l'a lancé en plein visage de la travailleuse, la jeune Emily Russell, qui a mangé ça en pleine face. C'était bouillant, ça lui a fait mal. Elle dit qu'elle est maintenant traumatisée, a dû quitter son emploi. Et là, le juge qui s'occupait de ce cas-là l'a condamné au départ à payer une amende et passer 180 jours quand même en prison. Et là, a été arrivé avec une nouvelle solution. Dans le cadre de ce procès-là, donner un choix. La justice originale ou réparatrice. Et j'adore les cas de justice réparatrice comme celle-là. Elle a dit, regardez, tu peux passer tes 180 jours en prison complet, mais je peux t'enlever 60 jours de tout ça. Puis même qu'on le descend à 90, je t'en enlève 60, fait que tu passes juste 30 jours en prison. Mais en échange, tu dois travailler un minimum de 20 heures par semaine dans un restaurant de fast-food de ton choix. T'en choisis un, t'appliques, tu te fais embaucher, puis pour 2 mois de temps, 20 heures semaine, tu dois travailler dans ce milieu-là pour sentir puis vivre exactement ce que c'est de faire ce travail-là au salaire minimum, bien souvent, dans un petit restaurant de fast-food. Et la dame, Rosemary Hain, a accepté. Donc, va passer... La prison, c'est sûr que... peut-être pas tant que ça. On comprend surtout que lorsqu'elle a tenté de justifier son agression sur la travailleuse en disant que c'était absolument infect, le juge a répondu, mais dans ce cas-ci, vous n'allez pas aimer ce que vous allez manger en prison. Donc, c'est sûr que c'est assez sans équivoque. Bref, un cas comme celui-là de justice réparatrice là, qui peut s'avérer assez solide, merci. Ça me rappelle toujours là, des cas assez célèbres comme ça de justice réparatrice. Un bol chez Chipotle, là, c'est assez, je veux dire, c'était tellement standardisé, c'est comme chez McDo, là, je veux dire, mettons, ils vont mettre 2 cuillères à soupe d'avocat, là, et c'est pas que j'ai un peu de misère à comprendre qu'est-ce que son bol devait avoir de si différent, là. Moi, honnêtement, moi non plus. Je me demande vraiment. Si elle trouvait juste pas ça bon chez Chipotle qu'elle aille ailleurs. Ça serait pas la première personne à se plaindre comme ça d'un service de fast-food dans tous les cas, Mario. Merci. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Alors, un autre angle de cet important sondage léger, les intentions de vote au fédéral chez les Québécois. Alors, 31-28 blocs et libéraux, mais là, ce qu'on remarque, c'est la progression des conservateurs de Poilievre qui monte de 3 points, là, qui est rendu à 25 là, vous voyez les chiffres. Ils gagnent du terrain lentement, mais sûrement, Emmanuel. Oui, tranquillement, mais c'est quand même le Québec qui demeure le dernier rempart, je pense, à résister à l'effet Poilievre au Canada, là, où il domine les intentions de vote partout. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est parce que les Québécois ont un bien moins grand attachement à la joute politique fédérale en ce moment. Donc, on suit ça de loin. On a moins peur de Pierre Poilievre qu'avant, mais on n'est pas aussi en colère contre Justin Trudeau parce que tout le dévolu, on le rejette sur le gouvernement Legault. Donc, moi, je pense qu'il va falloir être beaucoup plus proche de l'élection fédérale pour commencer à vraiment voir des mouvements révélateurs dans les intentions de vote. Ce que ça nous dit, cependant, c'est que juste ici, Pierre Poilievre réussit petit à petit à faire un peu prendre sa place, mais sans plus. D'accord avec ça, Paul? Et il y a un potentiel de croissance pour les conservateurs. Ouais. Pour le moment, c'est beaucoup, encore une fois, et c'est un classique concentré dans la grande région de Québec. Mais Jean-Marc Léger le soulignait, Mario, je ne sais pas si c'est d'accord, mais pour M. Poilievre, l'idée de se trouver un ou deux candidats importants, là, appelons-le des lieutenants ou des lieutenantes, là, peu importe, prend plus d'importance. Et si M. Poilievre avait ces cartes-là dans son jeu, ça changerait peut-être encore davantage la donne au Québec. Oui, Mario, tu vois, qui ferait le meilleur premier ministre, là, on voit que Poilievre chauffe Trudeau, là, 23-20. Oui. Bien, comme disait Emmanuel, là, c'est dans le reste du Canada, s'il voit ce chiffre-là, c'est comme une autre planète parce que partout ailleurs, Pierre Poilievre détrône complètement Justin Trudeau. Donc, c'est vraiment seulement le Québec où il demeure un attachement à Justin Trudeau. Il faut dire, c'est sa province d'origine, là, c'est d'ici dont il est originaire, mais c'est seulement au Québec où il reste encore une base d'appui à Justin Trudeau qui le maintient encore premier sur une question comme celle-là. Je suis tout à fait d'accord avec M. Poilievre. Il y a beaucoup d'enjeux encore au Québec. D'abord, pour les conservateurs, c'est arrivé quelques fois, là,
de Stephen Harper au successeur qu'à 1 an avant les élections, il y a une embellie. Puis c'est toujours qu'au moment du vote, là, quand il arrive la deuxième moitié de la campagne ou les débats des chefs, puis là, on parle des sujets sensibles, les conservateurs reviennent à leur 17-18 traditionnel. Alors, comment Pierre Poilievre va faire? Mettons qu'il monte à 25 juste là, mais pour rester le jour du vote, garder ce 25-là dans l'urne serait déjà un défi. Et une des parties de ça va être d'aller chercher une équipe de candidats. Ouais. Pour l'instant, on n'en connaît pas. Même le seul connu, c'est Gérard Deltel, puis on le voit plus. Là. Ouais. Je vais vous parler de la une de fin d'année du magazine Time, là, qui nous donne souvent de la matière à discussion. L'an dernier, vous vous rappelez, c'était M. Zelensky. 2023, c'est la consécration de la superstar américaine de la pop, Taylor Swift, personnalité du Time pour l'ensemble de son œuvre. Est-ce qu'on a des Swifties au sein de notre distingué panel? Oui. Mario? Ah ouais? Mario, toi? Moi, je suis 100 000 à l'heure avec Taylor Swift. Vous parlez tous en même temps, là, c'est Non, mais je suis 100 000 à l'heure avec Taylor Swift en ce sens que c'est une classe à part là, comme artiste qui a tenu tête à tout le monde, qui a tenu tête au Spotify, qui fait ses affaires, qui se produit elle-même. Tu sais, pour les jeunes femmes, c'est tout un modèle. Puis, savez-vous quoi? Elle fait pas suer, elle écœure pas tout le monde, elle a même pas envoyé promener ses producteurs, elle leur a dit, garde, bye-bye, je fais plus affaire avec vous autres, je fais mes affaires, je me produis moi-même. Vous voulez pas me vendre mes droits, mes chansons, je vais les réenregistrer. Mais elle fait ça avec le sourire, elle fait ça tout en douceur, elle fait de l'argent à peu près. Je pense que c'est le phénomène. Moi, je vais vous avouer que ça me mystifie un peu, là, que ça soit elle qui soit la personnalité de l'année. Mais pour toutes les petites filles, ma fille Clara, son amie Cléo, qui, eux, voient en elle l'icône d'une femme forte, d'une femme brillante, d'une femme ambitieuse qui est en contrôle de son industrie. Mais ça, je pense qu'il y a un message de modernité important là-dedans. Et en plus, elle a eu à elle seule une impulsion qui est tangible dans la croissance économique des États-Unis. Là, Taylor Swift, c'est plus de 5 milliards à elle seule, plus de 5 milliards de plus dans l'économie, en billets, j'allais dire en disques, ça n'existe plus, mais enfin, ceux qui payent encore pour de la musique. Bref, voilà, quand même, le monde et les temps changent. Hein? Ça, c'est Bob Dylan qui chantait ça. Ah oui, quand même, hein, il connaît ses références. Sa tournée, là, actuellement, ça va être la première à rapporter plus d'1 milliard de dollars. Alors, je confirme, nous avons 3 Swifties au sein de notre panel. Quand même. Quand même. Bonne soirée à tout le monde. Lundi. Au revoir. Au revoir. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce jour. Un gros merci d'avoir été des nôtres. Chaque jour, on se force pour vous résumer les journées d'actualité, comme ça, en fin de journée. On vous retrouve demain, 15h30. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo.